Ok, chers amis, on est quelle journée? Le 3 février. On fait une soirée Chandler à la crêperie. Et je suis ravi de voir mon ami Adel, un peu avant la soirée. On va parler un petit peu de tout aujourd'hui. Petit podcast improvisé. Bonjour Marc, bonjour à tous tes auditeurs d'Hong Kong et d'ailleurs. Alors comment ça va Adel? Très bien Marc, je suis ravi d'être ici aujourd'hui. Commençons la avec toi. soirée au Perrier. Merci d'avoir fait le déplacement et d'être parmi nous. Et voilà, moi je trouve que c'était intéressant ce que tu as dit la dernière fois quand on a fait une réunion publique à Café Claudel. Et là au moins on peut se poser un petit peu plus. Et il y a quelques jours j'ai échangé avec Laurent Le Pen. Salut Laurent si tu nous vois. Et, Bonjour Laurent. Et je trouvais que vous avez pas mal de points en commun. Et c'est quelqu'un que je peux dire que je l'admire, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait en Chine du Sud, à Shenzhen, Dubai et tout le reste. Et toi, je sais que tu es aussi dans des domaines peut-être pas similaires, et bon, dans l'informatique, c'est comme la tech, c'est plein de choses. Et en plus de ça, vous avez des opinions en commun. En fait, je pense qu'on a pas mal de Français et d'étrangers qui ont à peu près des profils similaires, qui font les mêmes constats de la France et comment agir depuis l'étranger. Et toi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu arrives à fédérer des personnes qui ont des convictions en commun. Donc UPR, ASNUDNO, tu vas nous en parler. Et donc je voulais en savoir un peu plus. Et on est là pour ça. D'accord, par où commencer déjà bonjour à tous tes auditeurs. Et j'ai effectivement beaucoup apprécié la discussion que tu as eue avec Laurent Le Pen. Je me suis reconnu sur tous ses propos. Et pas que moi d'ailleurs. Je fais partie d'un petit groupe UPR ici à Hong Kong depuis plusieurs années déjà. Petit, c'est quoi? Il y a combien de personnes dedans? Pardon? Il y a combien de personnes dans le groupe? Sujet un peu sensible. Alors quand je suis rentré, on devait être pas loin d'une trentaine, mais disons que le groupe a quand même pas mal diminué. Beaucoup de départs, beaucoup de gens qui sont partis et on s'est pas trop occupé à rechercher de nouvelles têtes. On est resté un petit peu en secret entre nous. Donc, mais ma présence aujourd'hui, c'est aussi un petit peu pour changer ça. Oui. Juste pour faire très simple, l'ancien responsable UPR a quitté Hong Kong pour l'Europe. Va probablement revenir et disons que j'ai occupé son rôle de façon intérimaire, nommé par les membres de mon groupe pour pouvoir assurer la cohésion du groupe. Mais disons qu'aujourd'hui je suis un peu dans un autre cadre qui est plutôt celui de nous faire connaître, histoire que ceux qui se reconnaissent plutôt de la mouvance Frexit ou même patriote puissent avoir un petit groupe d'appui, de soutien et de pouvoir se voir ensemble. Donc là, tu dis Frexit, plus dans le sens large du terme. Donc c'est-à-dire que si à Hong Kong, il y a des sympathisants de Philippot, de Dupont-Aignan qui te contactent, prenez un café, discutez, ils sont bienvenus. Tu es l'un des rares, si ce n'est le seul, qui aujourd'hui essaye de rassembler des gens qui soient de bords politiques un petit peu différents. Plutôt droite patriote, on va dire. Moi, je m'identifie ni de droite ni de gauche. Je suis plutôt d'un mouvement résistant. Tu n'es pas le seul dans nos réseaux. Et j'apprécie énormément. Et ma présence aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir discuter avec toi de tout sujet sans tabou, même sous caméra, de façon complètement ouverte. Parce que je pense que c'est important d'être ouvert et transparent et honnête sur les idées qu'on tient et qu'on défend. Donc, pour ce qui est de Dupont-Aignan, de Philippot, oui, on veut la même chose, grosso modo, on n'arrive pas à s'accorder sur la manière. Maintenant, quand on parle du Frexit, il n'y a pas de Frexit large ou Frexit étroit, non, il y a le Frexit pur, j'ai envie de dire. Je pars du principe que le soft Frexit est probablement une sorte d'illusion. Il faut être très très clair sur les termes de ce qu'on dit. Donc pour moi, le Frexit, c'est l'activation des articles de l'Union européenne qui permettent à la France d'en sortir légalement. Comme le Brexit. Exactement, comme le Brexit. Pour moi, ce n'est pas
sortir du Mercosur ou sortir de certains cadres et pas d'autres. Non, on part du principe que l'Europe nous détruit et que donc le meilleur pour la France, pour que la France reste la France, c'est d'en sortir le plus rapidement possible, tout en ayant conscience que ces 20 dernières années d'Union européenne nous a entraînés dans une inertie qui font que même si on sort de l'Europe aujourd'hui, ce n'est pas immédiatement que tout va redevenir rose, que tout va devenir beau, et qu'il y aura un certain temps et une certaine douleur pour que les choses se mettent en place. Mais il faut savoir l'accepter, parce que si on ne fait pas cette décision, ce qui va se passer, c'est que la France s'effondrera de toute manière avec l'Europe, quand l'Europe s'effondrera. Donc le Frexit aura lieu quelque part, mais... organisé ou pas? Organisé, structuré, sortir de façon, on va dire, sereine par le Frexit, plutôt que d'en sortir un petit peu comme tous les autres pays de l'Union soviétique, qui je pense serait beaucoup plus dommageable et douloureux. J'aime la France, je suis profondément français, que ce soit des Français de droite ou de gauche, ce sont mes compatriotes. Je ne me vois pas et je ne souhaite pas une situation de guerre civile ou d'effondrement économique où tout le monde se bat pour pouvoir décider de ce que la France sera demain. Je pense que même si notre démocratie est imparfaite et mérite quelque part une évolution, ça reste quand même un système qui permet quelque part de prendre des décisions qui nous permettent d'avancer, mais qu'aujourd'hui il y a un obstacle, et l'obstacle c'est que nous ne gouvernons plus. Nous sommes gouvernés. Donc mon analyse est vraisemblablement celle des membres de l'UPR, qui s'identifient plutôt comme un mouvement de libération nationale, plutôt comme un mouvement de résistants. C'est que la France n'a plus les rênes, c'est l'Europe qui a les rênes pour nous. L'Europe elle-même est une colonie américaine, donc un instrument de contrôle, qu'il n'y a pas vraiment de situation où 26 pays ont des accords convergents, mais plutôt divergents, ce qui en fait nous paralyse plus qu'autre chose. En parlant justement de lien avec les États-Unis, est-ce que l'UPR est pour seulement le Frexit ou aussi sortir de l'OTAN? Ou est-ce que c'est des sujets différents? Est-ce que tout le monde à l'UPR est pour sortir de l'OTAN? Alors, il n'y a pas de compromis en matière de souveraineté. Donc, l'OTAN, la France n'a pas vraiment besoin d'OTAN. Il n'y a pas de pays qui va attaquer la France. La France est l'un des rares pays qui a une force de projection, un petit peu comme les États-Unis, bien sûr pas à la même échelle. Et on a bien sûr la dissuasion nucléaire qui sanctuarise le territoire français. Donc la France aujourd'hui est plutôt attaquée de l'intérieur. Elle est en train de pourrir quelque part de la trahison de nos élites qui ont quelque part décidé de faire sécession avec son propre peuple. Et qui quelque part également nous donne l'illusion que les choses pourraient changer. Donc, j'ai entendu beaucoup de faire une autre Europe, fonder une autre Europe, ce sont des sujets qu'on entend depuis les années 70 aux années 60. Ce n'est juste pas possible. Et ça n'arrivera jamais. Donc il faut réclamer sa souveraineté pour pouvoir reprendre les rênes et ensuite décider de ce qu'on va faire. On ne peut pas décider de ce que la France sera avant d'en sortir. Ce n'est pas possible. Alors ça, c'est un point très important parce que j'ai pas mal d'amis qui sont plutôt de droite. Après, ça, je viens de là aussi, qui me disent bon, ils sont sympas les gens de l'UPR, ils veulent faire le Frexit, bon moi aussi, mais après on ne sait pas si on va à gauche ou à droite avec le Frexit. Donc est-ce qu'il vaut mieux pas dire où on va d'abord pour être d'accord et ensuite faire le Frexit? Ou alors c'est parce qu'après on fait le Frexit et après on ne sait pas où on va, il faut se mettre d'accord. Donc toi tu dis que d'abord il faut faire le Frexit, parce que sans ça on ne peut rien faire. C'est ça que tu veux dire? Ce qui va se passer une fois qu'il y a le Frexit, et ce qu'on souhaiterait éviter, c'est une situation où on continue cette alternance droite-gauche qui n'a pas de signification. Comme aux États-Unis, au UK. Actuellement, la fracture droite-gauche, en fait, nous empêche, ou ce clivage nous empêche d'appréhender ou de comprendre un clivage plutôt vertical
qui est un virage plutôt de gouvernement mondial ou fédéral qui s'oppose aux nations. Donc en fait, là où notre nation est en train de se faire détruire par un clivage vertical, nous disputons sur un clivage horizontal pour décider si on va aller plutôt à droite ou plutôt à gauche. Alors qu'en fait, je pense que les Français peuvent faire preuve de bon sens et de dire, en fait, ce qu'il faut, c'est que tous ensemble, on pousse la porte pour sortir de cette prison. C'est un petit peu ce que disait Chouard. Je me souviens à une époque, il faut sortir de cette prison tous ensemble en la poussant, et une fois qu'on a poussé la porte tous ensemble, parce que la droite tout seul ne pourra pas, et la gauche tout seul ne le pourra pas, une fois qu'on l'a poussé, on peut décider si on veut à la droite ou à gauche, en adulte, et avec toute notre souveraineté, avec tout le pouvoir décisionnel. Et encore une fois, ça ne va pas se faire sans douleur, parce qu'il y a à peu près tout à refaire, que ce soit économiquement. Il y a toute une inertie qui a été engagée. Une fois qu'on est sorti avec le Frexit, la France est dans cette inertie où elle périclite, et il va falloir essayer déjà de trouver le point d'inflexion où elle cesse cette accélération dans sa dette ou sur autre chose pour pouvoir ensuite éventuellement reconstruire. Maintenant, comment reconstruire ? C'est là que c'est un sujet de profonde dissension. Si tu prends par exemple ceux de LFI, tels que je le vois, ils sont plutôt dans une logique un petit peu destructrice, c'est-à-dire détruire un petit peu certaines fondations de la France pour construire un autre projet de France. Autre projet auquel s'opposent ceux de droite, qui eux s'inscrivent plutôt dans certaines traditions et qui souhaiteraient que certaines choses restent. Encore une fois, moi, je suis plutôt quelqu'un qui admire un petit peu la méthode chinoise, la méthode du temps long, où la stratégie est établie sur 50 ans et elle n'évolue pas sur 50 ans. Ça veut dire que ce soit Deng Xiaoping ou Xi Jinping ou son successeur, ils vont suivre la même politique, qui est une politique qui leur permet de grandir, d'évoluer et de prendre le leadership, même technologique, sur tous les aspects. Bon, Deng Xiaoping et Xi Jinping, c'est un peu différent quand même. C'est différent, mais ils maintiennent le cap. Nous, en France, que ce soit la droite ou la gauche qui s'alternent, je suis désolé, mais je ne sais pas où ça nous mène. Je pars du principe que j'ai adhéré à un jeu dont les règles changent en cours de jeu. C'est un petit peu comme si tu joues au Monopoly et au moment où tu sens que tu es en train de gagner, tu as eu la rue de la paix, on change les règles et on décide que non, là, la retraite, ça va être à 70 ans ou ce genre de choses. Et donc, en fait, on ne peut pas, en tout cas, moi, je ne sais pas planifier sur le long terme. Je dois simplement m'adapter à toute une série de changements, ce qui ne me donne pas confiance. Alors que ici, en Asie, j'ai le sentiment que même l'évolution de l'économie et de toutes les décisions me maintiennent quelque part dans un changement qui est plus raisonné, plus raisonnable. En tout cas, quel que soit le changement, il est au service du peuple et du pays en fait. En fait, tous les pays d'Asie sont patriotes. Oui. Tout à fait. Oui. C'est-à-dire que pas mal de gouvernements français, ils n'agissent pas pour la France. Est-ce que tu as la Chine, même si Deng Xiaoping c'est pas le même que Xi Jinping ou avant, etc., mais ils sont tous au service de la Chine. Il faudrait ça pour la France aussi. Là, on a encore récemment une vente un fabricant dans l'armement qui a été vendu aux États-Unis, etc. Donc en fait, et aussi parce qu'ils prennent des commissions quand ils vendent ça. Donc en fait, finalement, on a des politiciens qui en mettent dans leur poche. Ils pensent qu'à leurs propres intérêts avant les intérêts du pays. Donc ça, on n'a pas en Asie. Enfin, en tout cas, on a beaucoup moins. Aussi imparfait que soit le régime chinois, démocratiquement, ils avancent quand même dans une direction qui profite à leur peuple. Si tu regardes il y a 30 ans où ils en étaient et où ils en sont aujourd'hui, c'est quand même un pas immense. Maintenant, moi, avec un regard extérieur, je regarde la France avant de l'avoir quittée et aujourd'hui. Je m'inquiète de voir cette accélération qui est très dommageable pour mes concitoyens. Et j'adorerais que mes concitoyens puissent prendre conscience de ce qui se passe, mais avec un regard qui est un regard de l'intérieur, à l'opposé de mon regard qui est un regard de l'extérieur. On n'a pas forcément le même angle, la même perception, on ne voit pas les mêmes choses.
Moi, par exemple, je ne me suis jamais senti aussi français que le jour où j'ai quitté la France et où j'ai eu le besoin de me retrouver avec mes concitoyens français à l'étranger. Comme aujourd'hui, Comme aujourd'hui. bretonne. Comme aujourd'hui. C'est comme on dit. Ça fait plaisir. Moi, je dis souvent qu'on se sent plus en France ici, là, à Hong Kong, que parfois en France. En tout cas, maintenant, on a parlé des positions, des idées, de ce pourquoi se bat l'UPR. Maintenant, en d'autres termes, comment on va faire pour y arriver? C'est-à-dire, via les urnes, il y a l'élection présidentielle que tout le monde connaît. Là, il y a des échéances locales, il y a les élections municipales en France, il y a les élections consulaires étrangères. Que fait l'UPR? Est-ce que l'UPR fait est-ce qu'il y a des listes UPR en France au municipal? Je sais pas comment, j'ai pas vu. Je pense qu'il y aura des listes municipales. Alors après, moi, je ne suis pas porte-parole de l'UPR. Tu connais Hong au Vietnam, je pense qu'il sera plus à même de te dire ce qu'il en est. Mais lui non plus, il n'est pas porte-parole. Oui, mais du point de vue de l'UPR, la seule élection qui peut vraiment faire changer, c'est la présidentielle. Il n'y en a pas d'autre. Après, je suis d'accord avec toi qu'il y a des municipales. Ça permet d'avoir des gens qui ont également un pouvoir de parrainage, qui est également un autre verrou pour avancer sur les choses. Les consulaires également, il me semble. Oui. Alors oui et non. Mais comme les municipales, c'est-à-dire qu'en fait, ceux qui peuvent parrainer pour les consulaires, c'est les présidents du conseil consulaire. À Hong Kong, par exemple, on est 4, et c'est pas tous les 4 qui pouvons parrainer, c'est que la présidente du conseil consulaire. D'accord. Mais par contre, par exemple au Laos, où j'ai un ami qui est lui-même UPR, il est tout seul, et lui, il peut parrainer. Lui, il a parrainé d'ailleurs, je crois qu'il avait parrainé Zemmour, ou Asselineau, je sais plus qu'il avait se parrainé. C'est public, voilà. Donc en fait, il y a deux choses. Il y a les grands électeurs pour les sénatoriales, et après, il y a ceux qui peuvent parrainer. Grands électeurs, les 4 grands électeurs de Hong Kong, les 4 élus, ils sont grands électeurs pour les sénatoriales, mais seulement un des 4 peut parrainer pour la présidentielle. Donc regarde, si je peux essayer de répondre à ta question, l'UPR n'a pas vocation à se pérenniser sur le long terme. L'UPR, son objectif, c'est le Frexit et remettre la France dans les rails. Remettre l'État à sa place, là où il faut, remettre des protections là où il faut. Mais une fois que la France est dans les rails, c'est aux Français de décider où ils vont aller. D'accord, faire le Frexit et remettre la France dans les rails, tu as dit. Mais faire le Frexit, ça peut se faire en 1 ou 2 ans. Mais remettre la France dans les rails, ça peut se faire en 20 ans, en 50 ans. Donc l'UPR peut durer longtemps. Encore une fois, ça ne se fera que via les présidentielles, pas autre chose. Donc si ça se fait via les présidentielles, ça donne 5 ans pour actionner le programme. Et ensuite, les Français peuvent juger d'eux-mêmes si le programme a été fait ou pas. Je crois que l'une des propositions de François Asselineau était de faire un bilan à 2 ans après la présidentielle pour voir si oui ou non le programme est engagé comme il l'a promis, ou alors de permettre aux Français de décider s'ils veulent le révoquer. Donc quelque part, c'est un gage, c'est un engagement solennel qu'il va faire son programme jusqu'au bout. Ou alors ça peut se transformer comme on peut prendre l'exemple du Brexit. Nigel Farage a fait le Brexit, après il y a eu une genre de pause, maintenant il s'engage différemment. Il a créé, comment ça s'appelle, Reform. Alors Reform, c'est plus le Brexit, c'est quelque chose qui... Alors, il a commencé avec UKIP, ensuite après Reform. Alors le cas de Nigel Farage, c'est un petit peu différent, parce que Nigel Farage, ça a été la voix, le porte-voix qui a permis quelque part le Brexit, mais ce n'est pas lui qui l'a implémenté et il n'est pas au pouvoir aujourd'hui. Si tu regardes aujourd'hui, ceux qui ont été successivement au pouvoir, que ce soit la prédécesseur de Boris Johnson ou même Keir Starmer aujourd'hui. Toujours les mêmes. Le Labour, ce sont des gens qui sont profondément pro-européens. Ce sont des gens que moi j'identifie comme étant des saboteurs du Brexit. Ils ont eu largement le temps de pouvoir implémenter des politiques qui aillent en direction de ce que les gens qui ont voté Brexit souhaitaient, mais ils n'en ont rien fait. Ils n'ont pas détricoté certaines lois c'est comme européennes. Ça qu'on peut justifier que oui, parce que j'ai pas mal d'amis qui vont dire oui, tu as vu le Brexit, ils ont fait le Brexit, mais finalement il n'y a pas de résultat. Donc est-ce qu'on veut faire un Frexit? Mais en fait, on peut expliquer ça en disant que finalement ils ont fait le Brexit, mais il n'y a rien eu derrière. Et ensuite, il y a eu le Covid qui justifie absolument tout. Donc les centaines de milliards. Il faudrait que Nigel Farage soit au pouvoir, par exemple, pour implanter les réformes qu'il faudrait. Tu penses? Et oui, je pense, oui. Je pense sincèrement. Ça a du sens, je comprends bien. Je pense que les Anglais voulaient le Brexit, il aurait fallu que ce soit quelqu'un qui soit honnête dans sa volonté de faire les Brexit. Et c'est une excellente leçon pour la France. Oui, parce déjà, à ne pas commettre nous-mêmes. Effectivement, le Frexit, nous, on considère que c'est la clé
qui nous permet de nous libérer, mais c'est pas suffisant en soi. Parce que si on fait le Frexit et qu'après on met toujours le PS ou les LR au pouvoir, ça change rien. Ou les macronistes, encore pire. Oui, exactement. Ils appartiennent tous à une sorte de gouvernement mondial fantasmé. Et pour moi, ils ne défendent pas les intérêts de la France, ni les intérêts de la Grande-Bretagne. Et c'est vraiment le problème qu'on a aujourd'hui. C'est que les Français ne défendent pas leurs intérêts. On est sans cesse en phase de compromis, où petit à petit, d'accord en accord, ce qui faisait la France, ce qui faisait les forces de son économie, de son industrie, de sa paysannerie, sont mis dans la balance pour des intérêts qui ne sont pas des intérêts français. J'ai un exemple, tu vois les accords du Mercosur sont extrêmement favorables aux Allemands, extrêmement défavorables aux Français. C'est pour ça que Macron est contre. Tout à fait. Maintenant, si j'avais été suédois, je me régalerais de tomates cerises toute l'année. Et je me moque de ce que ces tomates cerises viennent de France ou de Maroc. Je me moque du fait que ces tomates cerises viennent d'Espagne, produites avec de la main-d'œuvre marocaine pas chère, et que cela détruise l'économie, la paysannerie française. C'est pas un problème si je suis suédois. C'est pas dans mon intérêt. Ce qui m'intéresse, c'est la tomate cerise toute l'année. Dans ton assiette et à quel prix, etc. En revanche, tu regardes les Suisses. Eux, ils ont certaines cultures qui ne font que pendant 3 ou 4 mois. Et ben, durant la période où ils font, où ils vont, où ils peuvent écouler sur leur marché leurs produits locaux, et ben, ils font une forme de protectionnisme. Et dans la période hivernale où ils ne peuvent plus produire, là, ils prennent tous les produits qui viennent d'Europe. Donc, quelque part, ils ont trouvé, parce qu'ils ont cette souveraineté et ce pouvoir, de pouvoir décider quand mettre des barrières douanières, etc., ils sont capables de gérer intelligemment sans détruire leur paysannerie. Tout ce que nous ne faisons pas en France. Et regarde les paysans aujourd'hui. Et demain, ce sont les accords avec l'Inde qui vont détruire le service en France. Donc, aujourd'hui, l'économie, c'est 70%, c'est du service en France. Et maintenant, on est en train d'ouvrir ça aux Indiens. Et moi, je travaille avec beaucoup d'Indiens ici. Ouais, je sais qu'il y en a beaucoup, ils sont en tech, ils sont absolument brillants. Et donc, en mettant de la concurrence partout au niveau européen, on est en train d'uniformiser, de détruire quelque part les spécificités à la française, notamment les spécificités en matière de protection sociale, etc. Ok, bon, maintenant il y a plein de constats sur lesquels on est d'accord, ou en tout cas sur la plupart des sujets. Maintenant, parlons du combat politique, parce que c'est ce qui m'intéresse un petit peu. Comment on va arriver à ce Frexit, puisque maintenant parlons de Frexit. Donc tu as parlé des présidentielles et tu as parlé un petit peu des élections intermédiaires, comme quoi ça peut faire sortir des gens qui vont avoir une tribune. Donc je pense que c'est ce qui peut intéresser beaucoup. Là, par exemple, concrètement, ça veut dire quoi? En 2027, on va dire tu as milité pour Asselineau en supposant qu'il est candidat. Mais pour que ça fonctionne, pour que ce soit efficace, il faut qu'il y ait partout en France, même dans le monde, si à Hong Kong, il y a un bon groupe Asselineau. Et là, maintenant, si vous êtes 30, 40, ben, ce serait bien d'être 100, 200. Plus vous êtes nombreux, mieux c'est. Après, à condition que ce soit bien géré. Et je pense aussi qu'avoir des élus, ou en tout cas des représentants qui ont la possibilité de faire passer des tribunes, etc., ça aide aussi. Tu vois, donc en fait, moi, et toutes les étapes, c'est-à-dire, c'est vrai que la plus importante, c'est la présidentielle. Mais en attendant, s'il y a des élus ou des représentants UPR dans les conseils municipaux, dans les conseils consulaires, à l'Assemblée nationale, au Sénat, ou au Parlement européen peut-être, comme Nigel Farage à l'époque, mais c'est une étape. À mon avis, tu ne peux pas passer de 0 à 100 d'un coup comme ça, tu es obligé de passer par les étapes intermédiaires et mener le combat à chaque étape. Qu'est-ce que tu en penses? Ça, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Et c'est une excellente question que je poserai au Bureau national. Je pense que ça mérite un peu plus de réflexion. Si je pense au général de Gaulle, lui, il n'y avait pas de parti politique. Hein. Pourtant. D'accord, ouais. Mais comme Macron, donc c'est possible. Il n'a pas de parti, il n'a rien, etc. Bon. Effectivement, il faut des circonstances quand même exceptionnelles. Tu viens de rappeler il sort d'une période de guerre, donc voilà. Là maintenant, on ne sort pas d'une période de guerre. Asselineau, c'est pas un général. Il a les idées, mais il manque peut-être une certaine
charisme, etc., pour rassembler. Alors ça, c'est ce que beaucoup de gens lui Ou pas. reprochent, mais généralement, ce sont des gens qui sont plutôt ses adversaires politiques les plus directs, c'est-à-dire ceux qui sont les plus proches de la mouvement souverainiste, qui auront tendance à le lui reprocher. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais après, encore une fois, ça reste très subjectif. Donc s'il y en a qui le pensent, libre à eux de le penser. Maintenant, comment on va y avoir au Frexit ? On va y arriver de toute manière. Alors que ce soit dans la douleur, Soft ou hard. ou de façon organisée, structurée et sereine. Alors comment on fait ça de manière organisée, structurée, Alors, sereine ? encore une fois, je ne sais pas si on y arrivera, mais pour moi c'est très simple. Donc comme je l'ai expliqué, moi je me suis pas mal désintéressé de la politique pendant une période. Ouais. Donc j'ai commencé, disons que ma première vie politique, je serais classé dans ce que tu appelles les gauchistes. Donc alors, Comme Zemmour à l'époque. Moi je le prononce sans mépris ni quoi que ce soit, mais plutôt idéaliste, jeune. Mais après, c'est avec, normal, l'Europe, comme c'est on beau, dit, etc. à 20 ans, si tu n'es pas de gauche, tu n'as pas de cœur, et à 40 ans, tu n'es pas de droite, tu n'as pas de tête. C'est un petit peu D'accord, ça. bah. C'est un petit peu ça. On va changer, à 40 ans, si tu n'es pas Frexit, tu n'as pas de tête. Oui, non, voilà. Après, encore une fois, moi, je suis ni de droite ni gauche. Je sais faire du cherry picking, comme on dit, c'est-à-dire prendre le bon là où il me semble et me faire moi-même. Merci Marc. Me faire moi-même mon opinion. Donc le Frexit, on y arrivera de toute manière. Est-ce que ce sera Asselineau ou pas Asselineau, j'en sais rien. Asselineau, il devrait Mais- être candidat municipal, ce serait bien, je trouve. Dans sa ville, je sais pas de quelle ville il est, il habite où. J'en sais rien. Bah, en tout cas, peu importe où il est, ce serait bien qu'il soit candidat, ne serait-ce que pour la forme, tu vois, c'est Peut-être. c'est bien. Bonne campagne. Regarde, donc le Frexit, on y arrivera, qu'on le veuille ou pas. Maintenant, est-ce que ce sera Asselineau ou pas Asselineau, j'en sais rien. Est-ce qu'on fait ce qu'il faut pour que ce soit lui ou pas, j'en sais rien non plus. Peut-être qu'on peut faire plus. Maintenant, regarde, plus on avance, plus les termes de Frexit commencent à être prononcés Oui, c'est vrai. avec de moins en moins de tabous. C'est vrai. Bah, Maintenant, y compris- on entend massivement sur CNews, par exemple, Oui, alors oui, qu'avant, on c'est l'entendait vrai. pas du tout. Même parmi mes amis de autrefois LR, autrefois Reconquête, ils en parlent de plus en plus. Et même le dernier en date est Philippe de Villiers, qui était prudent aujourd'hui. Avant, il en parle ouvertement. Et Alors- donc, en fait, ça devient de moins en moins de tabou. Ça devient de moins en moins tabou, ce qui montre une progression. Alors, une progression faut qui est l'amplifier. peut-être plus rapide que ce qu'on pense. Parce que qui Ouais, dit progression ouais, ok, dit ouais. accélération. Ouais. Et encore une fois, qui dit accélération dit inertie. Maintenant, à quel point est-ce que ce phénomène peut prendre de l'inertie, je n'en sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que Philippe de Villiers peut en être un amplificateur, et ce serait une bonne chose. Mais je m'en méfie. Je m'en méfie parce que j'entends beaucoup de gens parler de Frexit, mais je n'ai pas le sentiment que leur Frexit est le même que celui que nous mentionnons, qui est à la fois la sortie donc de l'euro, du traité de l'Union européenne, par la question de l'article 51, et également de l'OTAN. Ça va ensemble. Ah oui, ça va ensemble, parce Et c'est que pas de même- compromis c'est en même matière temps de ou c'est l'un souveraineté. après l'autre Souveraineté monétaire, souveraineté en matière de décision politique et souveraineté en matière militaire également. Donc pour moi, tout va ensemble. Zéro compromis en matière de souveraineté. J'ai pas ce sentiment, j'ai le sentiment que Philippe de Villiers souhaite sortir de certains cadres et certains aspects, tels que le Mercosur, le pacte vert, ou je ne sais pas. Mais j'aurais aimé qu'il soit plus clair. Mais là, comme C'est la trop dernière fois, il a clarifié il y a 2 semaines. Ben, je ne l'ai pas entendu, donc... Il faut que je retrouve la vidéo. donc Quoi, je mais sais pas. maintenant, il a dit. On m'a dit qu'il a mentionné Asselineau, ok, mais je ne sais pas. En tout cas, il a dit qu'il faut sortir de cette Union européenne. Voilà. Après, c'est vrai qu'il peut-être qu'il a dit Je cette Union m'ai européenne. réjoui quelque chose comme que Nicolas Dupont-Aignan, maintenant, parle davantage du Frexit, à la seule différence que lui, il veut un Frexit quelque part conditionné à une direction politique. Et comme je te l'ai expliqué, moi, je pars du principe qu'il faut réunir les gens pour sortir de l'Europe sans mettre d'autres conditions. Alors justement, comment on fait pour réunir ces gens? Est-ce que quelqu'un comme toi, qui veut d'abord le Frexit, peut travailler avec quelqu'un qui est plutôt pro Dupont-Aignan, qui veut le Frexit et une certaine direction? Parce que vous séparément, ça va pas marcher, mais ensemble, on peut arriver à un accord. Et c'est comme ça que je pense qu'on peut arriver à avoir certains postes, y compris au consulaire, au municipal et tout le reste, parce que pour ensuite porter une voix. Je te donne en d'autres termes. Là, par exemple, j'ai Laurent Le Pen dont on a parlé tout à l'heure.
là, il va peut-être être candidat au consulaire. S'il est élu au consulaire, comme il fait plein de choses, entre autres comme la French Tech, business, etc., les gens vont l'identifier comme lui, il est élu, comme moi je suis élu à Hong Kong. Ils vont dire voilà, celui qui est élu en Chine du Sud, lui, il est pro-UPR. Et donc, si Rong, tu as parlé de Rong qui est au Vietnam, si lui est élu, il va représenter les idées. Donc, en fait, petit à petit, chaque, on va dire, petit pion, c'est pas des petits pions comme moi, on défend notre vision de la France. Et petit à petit, ça change les idées. Et ça devient de moins en moins tabou, comme tu le dis. Donc, nous tous, on devient des catalyseurs pour accélérer ça, pour créer cette inertie, etc. Alors, écoute, quelque part, je me réjouis de l'entendre parce que ça signifie que le Frexit est un sujet important pour toi. Bien sûr, c'est important. Très bien. Donc, on a sans doute des divergences dans le timing, dans la façon d'y arriver, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait, il faut pouvoir en parler. À la base, le projet UPR, c'est un projet de CNR, donc vraiment un projet de rassemblement de tous ceux qui veulent se libérer. Donc tout comme là, l'idée que tu prônes, c'est d'avoir une autre structure qui rassemblerait des gens de l'UPR ou de Dupont-Aignan et d'ailleurs pour pouvoir faire la même chose. Donc en fait, ce serait un autre CNR. Je pense que les membres cadres de l'UPR opposeraient à cette idée le fait que pourquoi créer une nouvelle structure quand on a déjà l'UPR qui offre ce cadre. Ça veut dire un autre cas de CNR je te dis ça simplement parce que il me semble déjà l'avoir entendu dans une de ces mots. Et quelque part, ça a un certain sens. Maintenant, ce que tu proposes également, c'est de dire oui, mais on sera plus nombreux à défendre le Frexit. Ouais, effectivement, c'est un bon argument. Mais maintenant, est-ce qu'on veut créer un mouvement, un autre CNR qui ne soit pas l'UPR, ou ceux qui veulent un Frexit pur, par exemple l'article 51, seraient minoritaires, ou qui décident ou qui rassemblent davantage des gens de droite pour pouvoir déjà orienter le cap sur la droite et quelque part être un élément de rejet de la part de tous ceux qui sont à gauche, et ce qu'il faut absolument éviter de mon point de vue. Donc c'est à peu près ça. Si tu arrives à rassembler à la fois de droite et de gauche les patriotes qui veulent le Frexit, je pense que tu es dans une bien meilleure direction que celle-là. C'est une excellente remarque. Je vais t'apporter ma question là en direct, je réfléchis en direct. Tu peux répondre plus tard aussi. Hein. Oui, je vais répondre encore plus tard, peut-être en faisant des recherches, mais en fait ma réponse évidente c'est que dans le CNR, tu as plusieurs partis. Et l'UPR, c'est un parti en lui-même. Et il y a des gens, parce que la politique c'est comme ça, les gens ont des égos, ils veulent créer un CNR, quitte à prendre le même programme, tu copies le programme de l'UPR, tu colles, mais tu fais un nouveau truc qui s'appelle le nouveau CNR2. Et en fait, juste symboliquement, il y a des gens qui ne veulent pas rentrer dans l'UPR, ils veulent rentrer dans le CNR, même si c'est la même chose que l'UPR. C'est con, hein, mais c'est la politique. En plus de ça, il y a des gens qui vont rejoindre la politique parce qu'ils ont des affinités ou pas avec telle ou telle personne. D'accord. Donc il y en a qui vont adhérer au personnage d'Asselineau et d'autres non. Moi, encore récemment, on n'a pas parlé de Kuzmanovic. L'année dernière, il y avait les Européennes, et j'ai interviewé une Française du Japon, ex-Française du Japon, qui était sur la liste de Kuzmanovic. Et en fait, elle m'avait dit, elle était UPR avant, UPR au Japon, elle a quitté l'UPR, je ne sais plus pourquoi, il y avait des trucs perso, et du coup, elle a rejoint Kuzmanovic, qui fait la même chose que Asselineau en fait, sauf qu'il est un peu plus à gauche. Voilà. Donc en conclusion, à mon avis, il faut faire quelque chose qui soit transpartisan, alors que l'UPR c'est un parti. Donc si on en prend la même chose que l'UPR, ou alors 90%, on fait un CNR, et dedans, Dupont-Aignan, Philippot, ils vont dépasser leur amour propre, parce qu'à mon avis, ils veulent sauver la face. Donc tu parles de la Chine, tu comprends un petit peu. Les Chinois, ils veulent sauver la face. Donc des gens comme Philippot et Dupont-Aignan, ils vont jamais rejoindre Asselineau. Par contre, tu crées un genre de CNR, et dedans il y a Asselineau, il y a eux, à mon avis, ils peuvent rejoindre. Tu vois, c'est un peu de la forme, c'est la politique, c'est les natures humaines, on a tous des égos. À mon avis, il y a de ça. Je suis d'accord. Encore une fois, on parle d'une structure. Et une structure, ça reste une structure. Tout comme l'UPR est une structure. Voilà, mais tout comme à gauche, ils ont réussi à faire la NUPES et le NFP à une époque. Ça a amené nulle part, c'est juste de point de vue électoraliste pour pouvoir derrière. Je suis d'accord avec toi, mais après ils ont réussi à avoir des députés, tu vois. Nous, on ne veut pas faire de NUPES, la NUPES du Frexit, parce que ça n'a pas de sens. Là tu parles de gauche de droite, parce que la NUPES c'était la gauche. Oui, mais si tu voulais faire un équivalent, c'est pas le projet politique, on veut pas un projet politique,
où les idées de l'UPR qui sont donc sorties de l'OTAN, sorties de l'euro, sorties du traité de l'Union européenne, on ne veut pas être minoritaire dans ce type de mouvement. Donc effectivement, quand tu mentionnes les patriotes et Nicolas Dupont-Aignan, du point de vue du génome politique, de toute l'architecture programmatique, c'est là où on est le plus proche. On arrive plus facilement à parler. C'est aussi là où il y a le plus de disputes, d'une certaine manière, ce qui peut être assez... Oui, parce qu'après, il y a de la concurrence. C'est assez intéressant. Maintenant, éviter de se diluer dans une masse qui n'est pas un projet structuré et très clair, je pense que c'est le plus important. Et l'UPR ne veut pas se risquer après 18 ans, quand même 18 années où ils ont persisté dans une direction sans en dévier d'un iota, ce qui est un exercice, je pense, pas très commun du point de vue politique. Pas se retrouver dans une situation un petit peu comme le Front National, où tu as aujourd'hui peut-être 30% qui sont pro-Frexit, mais qui font partie d'un parti qui ne l'est absolument pas, quand tu regardes ces décisions. On va prendre un autre exemple, c'est le référendum de 2005. Ouais, donc là, du coup, c'est pas un CNR, c'est pas un UPS, c'est pas une UPS ou quoi, c'est juste un référendum, oui ou non, sortir. Et là, ça rassemblait plein de gens, de plein de partis différents, de gauche et de droite, autour d'un sujet, la Constitution européenne. Tout à fait. Donc là, il faudrait réussir à faire à peu près la même chose. Tout à fait. Alors après, moi, j'ai pas de réponse à ta question de savoir qu'est-ce qu'il faut pour le Frexit. Moi, j'en ai une. Alors, vas-y, je t'en prie, si tu veux. Ah ben, c'est un peu l'objet de notre rencontre, c'est-à-dire que les élections comme les municipales et les consulaires, pour moi, il faut faire des listes qui sont transpartisanes, avec des gens qui ont des sensibilités, des valeurs en commun, y compris des sensibilités différentes. Et après, dans cette liste, tout le monde travaille ensemble. Donc moi, par exemple, ce serait top que toi et des gens de l'UPR à Hong Kong rejoignent notre liste pour les élections consulaires. Et ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord avec tout, mais ça veut dire qu'on est d'accord sur un sujet, c'est qu'à Hong Kong, il faut réussir à avoir une liste qui a une voix différente, qui ne dit pas la même chose que les 3 autres élus qui sont tous gauchos, macronistes, etc. Voilà. En tout cas, qui sont dans le système actuel. Et ça partout dans le monde. Et une fois qu'on a réussi à s'imposer en quelque sorte dans différentes circonscriptions, pas qu'à Hong Kong, partout dans le monde, on va voir qui travaille avec qui fait quoi. Et en plus de ça, on peut avoir une tribune. C'est-à-dire que pour soutenir les différents camps, les différentes idées, moi j'aimerais bien, dans la newsletter que j'envoie régulièrement, apporter une tribune, c'est ce que tu dis. Là, par exemple, je le fais déjà parce que là, la vidéo, je vais la diffuser. Laurent Le Pen, ce qu'il a fait, je vais diffuser. Donc déjà, même sans avoir fini l'élection, on le fait déjà. Mais en fait, via cette tribune, ça permet de faire avancer les idées de l'UPR. Mais s'il y a quelqu'un à Hong Kong qui est Dupont-Aignan ou Philippot, ben, je propose la même chose. Regarde, Marc. C'est-à-dire que moi, je relaye, on travaille ensemble, on ne pense pas exactement la même chose, mais on a des valeurs en commun. Donc je pense que je rends service le plus possible, si je peux, en relayant votre message. J'entends ce que tu dis. Maintenant, il faut le mettre en perspective de ton audience. On est combien, globalement, tu penses, en Asie ou ici à Hong Kong, qui soient vraiment des patriotes et qui ont l'amour de leur pays, qui souhaitent quelque part changer les choses ou proposer une nouvelle offre politique qui soit différente de Reconquête, Renaissance, de tout ce qui est là, de gauche ou de droite, de tout le spectre. On n'est pas tant que ça. Si tu regardes une grande majorité de gens qui sont plutôt macronistes d'ailleurs, en tout cas ici. Et je pense que ce que tu essayes de faire pour pouvoir essayer de rassembler les gens patriotes, au moins de droite, encore une fois, j'ai compris que tu n'étais pas exclusif, également ceux de gauche, ça va rester quand même assez superficiel. Tu peux monter peut-être à 10-15%, ça peut être suffisant pour les consulaires, parce que les consulaires, c'est les consulaires, t'es le consul de tous les Français de l'étranger, pas juste de ceux de droite. Pas le consul, le conseiller. Voilà, excuse-moi, le consul, je confonds un petit peu parce que... C'est un diplomate, un fonctionnaire. Parce que je ne suis pas trop. Mais comment est-ce que tu vas convaincre les 70% de Français qui, eux, sont complètement apolitisés parce qu'en fait, ils n'ont juste pas confiance? Tu vas leur dire, on va récréer une offre politique avec des gens qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, qui continuent à se disputer entre eux.
Et ça, je ne pense pas vraiment que ça va être l'élément fédérateur qui va leur permettre. Quand je regarde l'UPR, quand je regarde François Asselineau, je vois un brave homme qui a certainement ses défauts, qui peut être très intransigeant sur certaines choses, très entêté sur ses idées et sur des choses qu'il a mangées, mais qui n'a jamais dévié d'un iota. Droit dans ses bottes. Droit dans ses bottes. Ouais. C'est-à-dire en 18 ans, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il dit, c'est pour nous emmener dans une seule direction. Je pense que dans l'offre politique, il y a beaucoup de gens qui savent en politique danser sur une jambe et passer sur l'autre. Changer de parti politique ou de plein de choses. Et ça, ce sont des choses qui m'ont quelque part détourné de la politique. Donc je me suis un petit peu apolitisé avec le temps. Et c'est seulement un peu plus tard, et surtout quand je suis revenu ici, quand je suis arrivé ici en Europe, qu'à un moment, je me suis intéressé en Asie, oui, pardon, j'ai dit l'Europe. Oui, donc oui, effectivement, quelque part, j'ai eu un réveil politique ici en Asie qui m'a fait prendre conscience et qui m'a donné l'intérêt en découvrant un ovni politique qui est François Asselineau. Je pense que ovni politique, ça le décrit bien quelque part et qui était différent. Encore une fois, je n'ai pas le sentiment que ce soit la bonne solution de créer d'autres partis politiques. Aujourd'hui, il y a plus de 30 partis politiques moi, je veux pas créer un nouveau qui sont pour la sortie de l'Union européenne. Je ne sais plus, les élections européennes, je ne sais pas si tu te souviens. Mais il y en a eu pas mal. Il y en a eu pas mal qui voulaient sortir et qui savaient très bien qu'ils n'allaient pas avoir de du coup, comment on fait maintenant? Quelle est la solution? Tu vois, en tout cas, en termes d'élections. Voilà. Il y a sans doute des solutions qui ne sont pas via les urnes. Si ça ne se fait pas via les élections, s'il n'y a pas d'alliance qui se fait entre tous les patriotes de droite et de gauche, parce qu'encore une fois, tu verras personne de l'UPR qui soit vraiment de l'UPR et qui se met dans une alliance que de droite, que patriotes de droite et qui n'inclut pas ceux de gauche. On est un petit peu inclusif, hein, on a un petit peu de gauche aussi. Je pense que si ça ne se fait pas, ce qui va se passer, c'est la sélection naturelle qui va se mettre en œuvre. Et la sélection naturelle, c'est Highlander, hein, c'est le dernier qui a sa tête sur les épaules, qui va rafler quelque part les voix, notamment de 70% des Français désabusés qui ne votent plus au moment où ils auront suffisamment souffert et où ils comprendront que l'Europe, cette broyeuse, nous emmène que sur notre destruction. La destruction de notre style de vie, la destruction de nos perspectives de futur pour nos enfants. Quand les Français prendront connaissance de ça, quand ils auront vraiment souffert, ils pourront se tourner vers une personne qui n'aura pas changé en 18 ans. Je pense que malheureusement, ça joue un rôle parce qu'après la guerre mondiale, il y avait De Gaulle, les Français avaient souffert. Là, ils n'ont pas souffert vraiment depuis longtemps. Ouais. Et en fait, on est dans des situations, moi je crois beaucoup, tu sais, il y a un site qui dit les temps faibles créent des hommes, des temps difficiles, les temps faibles créent des hommes faibles, les hommes faibles créent des temps difficiles, les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts font des hommes, etc. Mais là, on est dans cette période, tu vois, des temps faibles qui ont créé des temps difficiles. Les temps forts ont créé des gens faibles. Voilà, et donc les hommes faibles font des temps difficiles là maintenant. Exactement, on en est là. Voilà, mais en tout cas, peu importe si on arrive par les urnes ou pas, enfin non, peu importe, je suis pour les urnes. Je le souhaite, ce serait le moins douloureux. Voilà. En tout cas, mon autre point, c'est un point qui va au-delà de la politique. C'est-à-dire que là, ce qu'on fait au niveau local, et là, qu'on ne peut pas faire via les présidentielles, c'est qu'au niveau local, là, à Hong Kong, je vais à la rencontre de tout le monde, tous ceux qui veulent bien me rencontrer, et on essaie de travailler ensemble. Mais c'est pareil en Chine, continentale, à Singapour, au Japon et partout, etc. Donc, on essaie de discuter. Est-ce qu'il y en a d'autres qui le font ? Il y en a d'autres qui font ça avec moi. Après, non, mais d'autres qui, je veux dire, à part ceux qui te soutiennent et à part toi. Sans doute, il y a des gens que je connais qui sont en Amérique latine, qui sont en train de faire quelque chose comme similaire. Donc je pense qu'un peu partout dans le monde, après il y en a en France, tu le vois, il y a des initiatives locales, ça arrive. Et en fait, le but, c'est de faire des initiatives locales où on se rencontre. Et après, même si on ne réussit pas à gagner telle ou telle élection, on a créé des liens. On a créé des liens d'amitié qui peuvent se transformer en liens de business ou autre chose. Parce que moi, je suis très réseau. Tu sais, ce soir, on fait une soirée Chandler. Là, ce soir, on ne parle pas de politique. Mais c'est sympa de manger des crêpes. Voilà. Donc, pour moi, je suis content de pouvoir rencontrer des patriotes de tous horizons
et de manger des crêpes ensemble. Tu vois, donc, et ça, partout dans le monde, ça peut être utile. Et donc, ma conclusion aussi, parce que là, on a parlé de politique, mais je te dis le pire des cas. Le pire des cas, on n'y arrive pas par les urnes, on y arrive par dans la douleur. Ah ben, le jour où ça arrive dans la douleur en France, je ne le souhaite pas, mais le jour où ça arrive, ah ben, c'est bien d'avoir déjà des réseaux. Donc l'UPR, c'est déjà un réseau. Mais en fait, là, le jour où on nous appelle à faire quelque chose, à intervenir ou pas en France, ben, parmi les amis qu'on a dans le monde, ben, je te dis, ben, Adèle, qu'est-ce que tu viens ou pas? Tu viens Il faut déjà avoir des réseaux. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que via ces élections consulaires, on développe des réseaux. On va peut-être gagner les élections, mais même si on ne gagne pas, on développe des réseaux. Donc ça, c'est intéressant. Bien sûr. Mais je ne te cache pas que moi-même, je vais partager cette vidéo avec tous mes camarades de l'UPR d'Asie et de Hong Kong. Donc, on a une UPR au Vietnam. Ils auront connaissance de ce que tu fais, de ce que tu souhaites et de la direction que tu aimerais prendre avec l'UPR. D'ailleurs, il y en a en discuter. Ça peut t'intéresser. Je ne sais pas si tu as été en contact avec Daniel Boulom. Oui, je le connais, mais je ne le fais pas personnellement, non. Voilà, ben n'hésite pas, je te passe. Daniel, salut si tu nous vois. Parce que lui, c'est le seul élu conseiller des Français étrangers comme moi qui soit UPR. Enfin, je ne sais pas s'il a sa carte, mais en tout cas, il est officiellement en soutien d'Assouline. Donc, s'il y a des auditeurs qui sont Laos, c'est ça? Oui, il est au Laos. Donc, si vous allez au Laos, voilà, ou même si vous voulez faire un WhatsApp, visio avec lui pour poser des questions, à quoi ça sert conseiller des Français étrangers? Voilà, lui, il est UPR. Pourquoi il veut bien être élu? C'est pour lui poser la question. Ça sert à quoi? Moi, je pense qu'il n'y a que le présidentiel qui compte. Pourquoi toi, tu es élu au Laos? Alors, ça, c'est des discussions que vous pouvez avoir. Donc, lui, lui pour être représentant de l'UPR en Asie. Un point de contact. Pour l'UPR, il n'y a pas vraiment d'enjeu sur cette élection. En tout cas, j'en vois pas directement. Il n'y a pas d'enjeu direct. Il n'y a pas d'enjeu direct. Pour moi, il y a un gros enjeu indirect. Indirect, certainement, oui, effectivement, oui. Par exemple, Daniel Boulom, qui est président du conseil consulaire au Laos, lui, il peut parrainer Assouline pour les présidentielles. Il peut voter au sénatorial. Donc ça, c'est important. Je pense de manière pragmatique et conjoncturelle, suivant l'endroit, suivant la géolocalisation, que ce soit en Amérique du Sud ou en France ou ici, il peut y avoir des particularités qui fassent que l'UPR pourrait vraiment plutôt aller dans ton sens. Ça pourrait avoir du sens en fait, quelque part, de s'associer avec toi, vu que tu as un discours qui gagne en clarté, notamment sur le sujet du Frexit. Moi, j'aimerais t'entendre un jour dire oui, je suis pour l'activation de l'article 51 ou machin truc, pour sortir de l'euro. Pour l'instant, je suis ouvert à ça. C'est possible, mais tu suis ouvert à cette option. Un petit flou glossien politique qui est quelque part ton talent. Et peut-être également un mécanisme de survie. Peut-être aussi. Après, c'est de la politique. Donc, c'est ça. Comme je le dis, j'assume qu'en fait, mon objectif, c'est de rassembler les gens. Et que si je suis Frexit, même si tu vois, ça pourrait être vrai avec moi. Peut-être, même si j'étais Frexit moi-même, je te le dirai pas. Parce que si je le dis dans la vidéo, j'ai des gens qui vont arrêter de me soutenir parce qu'ils sont pas Frexit. Et pourtant, moi, si tu me demandes... Et c'est la politique, c'est pas beau, c'est pas top, mais c'est la politique. Pourtant, moi, si tu me poses une question et si tu me demandes quelles sont mes convictions, je te les dirai et je te les écrirai c'est pour ça et je te les signerai. C'est pour ça que je respecte ceux qui ont un engagement. Et dans 10 ans, je ne changerai pas de discours. Je suis d'accord, mais... Et pour faire le mauvais exemple, imagine Assouline est élu en 2027. Moi, tout à coup, je vais dire je suis Frexit. Parce que je vais être, comme beaucoup d'hommes politiques, je vais suivre un petit peu le vent. Et je l'assume parce que c'est un petit peu mon job. Et que là, maintenant, si j'étais Frexit, je ne le dirais pas. Voilà. Après, on aime ou on n'aime pas, mais malheureusement, je le dis clairement, c'est mon job de réunir le maximum de gens. J'ai des amis qui m'ont dit que dans mes soutiens, ils m'ont dit je m'en fiche de ce que tu penses toi, Marc, je sais que tu as rencontré Adèle, etc. Mais il faut garder la ligne. Moi, je suis pas pro-Frexit et en fait, il faut après, t'es pas UPR non plus. Voilà. Bon, alors les gens, on va commencer avec un kimono, tout ça, la soirée commence. Salut Isabelle. C'est bon, oh là, ça passe vite, 50 minutes. Ouais. Alors après, un dernier mot. On peut discuter une autre fois. Hein, oui, on en fera une vidéo par semaine. Alors, peut-être pas, mais régulièrement prendre des nouvelles. Quand tu annonceras que tu fais partie de notre liste pour les élections consulaires.
C'est une énorme décision. À voir. C'est pas simple. La question est ouverte, mais tu peux en parler à UPR à Hong Kong. Est-ce qu'il y en a qui veulent être sur la liste? Pas forcément toi, ça peut être n'importe qui. Pourquoi pas? On a besoin de 4 hommes, 3 femmes ou 4 femmes, 3 hommes. Donc comme je suis tête de J'entends liste, bien. on a besoin de 3 femmes et 3 hommes qui veulent s'engager et, je vais finir avec ça, qui veulent porter les valeurs de l'UPR. J'entends au bien sein et du Renault le Patriote. message sera passé. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, ça fait plaisir. Non, merci à toi. Autre chose Merci un à autre toi. message? Ouais. Merci à toi de me donner cette plateforme auprès de ton audience. Je suis vraiment très heureux d'être ici avec toi ce soir et que tu m'aies offert cette possibilité de m'exprimer sur ces sujets. Ça fait plaisir, c'est moi qui ai eu l'honneur de ça parce qu'en fait tu aurais pu ne pas accepter. Donc voilà, tout comme Laurent Le Pen. Donc là tu m'as dit que tu as vu la vidéo de Laurent Le Pen. Donc maintenant Laurent, est-ce que tu vois cette vidéo? Dis-nous ce que tu en penses. J'adorerais rencontrer Laurent Le Pen. Et Voilà. je pense probablement voyager à Shenzhen s'il est disponible pour prendre un café. Ah, mais faut Laurent. Je me reconnais sur ce qu'il a dit du point de vue de la tech. Prenez un café tous les deux. Voilà. Allez, ciao les amis. Merci Adèle.